Donc, toujours le 10 octobre. Et c'est un samedi soir, assez... En fait, je viens de finir de manger il n'y a pas longtemps. J'ai fait un festin, et un festin simple. Mais évidemment, ce n'est pas une simplicité catégorique, c'est une simplicité si l'on veut. Et finalement, j'ai pu jouir d'un certain nombre d'aliments qui ne sont pas simples à obtenir, qui sont en eux-mêmes des sortes de miracles. Voici donc un peu de poivron vert, un peu de frites, un peu d'omelette, un peu d'oignon, un peu, j'ai oublié le nom. Finalement, j'ai éprouvé un sentiment de plénitude. Voilà, donc je suis en train de digérer. Alors, ce qui fait que je n'ai pas totalement l'esprit léger pour pouvoir parler, mais je vais essayer de parler tout de même. Pourquoi je parle, pourquoi d'autres parlent, pourquoi l'on parle quelquefois tort et à travers, on parle et on parle et on reparle et on parle de ceci, de cela, on parle d'hier, on parle d'aujourd'hui, on parle de demain. Simplement parce que ça fait s'activer, ça fait la pression de faire quelque chose. Parler, c'est comme un peu concurrencer le destin. Je sais, je pressens qu'il va m'arriver quelque chose, mais je parle pour distraire un peu le destin, distraire la mort, la repousser. Je sais pas, je peux par la parole lui envoyer un petit défi, la déstabiliser, voire même un peu me moquer d'elle. Est-ce que la mort comprend euh, comment dire, est-ce que la mort comprend le français d'abord? C'est tout simple. Est-ce que la mort comprend quand on s'adresse à elle, que ce soit en français ou dans une autre langue? Hey, toi, espèce de vilaine mort. Est-ce qu'on peut toucher la mort, la faire un peu tanguer parce qu'on va s'adresser à elle d'une certaine façon, manière, elle lui a enlevé un peu de son caractère de majesté, un caractère euh, de terreur réalité. Ça m'étonnerait énormément. Donc voilà, donc on est souvent dans des situations où on n'a pas la pression d'avoir du pouvoir, ni sur soi, ni sur le reste, et on n'arrive pas à faire en sorte de faire jaillir cet être, je ne vais pas dire de lumière, mais cet être merveilleux, cet être extraordinaire, cet être travailleur acharné, créateur invétéré, je sais pas. On est dépassé par les idées que l'on voudrait mettre par l'image que l'on se fait de soi, une image qui ne correspond pas à la réalité. Et en fait, on est assez modeste, assez paresseux, assez quelconque. On ressemble à tout le monde. L'effort nous
l'effort nous met un peu. Je n'aime pas l'effort parce que c'est inhabituel chez moi. Et puis un effort quand il s'agit, voilà, un effort extraordinaire, un effort inhabituel, ben un effort habituel, ça va. Mais si vous me demandez, je sais pas, de sortir de ma personne et d'aller, je sais pas, inventer, je sais pas quoi. Alors je vais m'occuper comme je peux et évidemment il y a un élément, il y a des éléments. Oh mon Dieu, la chanson française, mais qu'est-ce qu'elle est décevante, qu'est-ce qu'elle est nulle la chanson française. Elle vaut rien la chanson française. Quand on entend un vieillard dire le temps va, s'en va. Mais c'est quoi cette histoire? Le temps va. Le temps ne s'en va pas, le temps. C'est quoi d'abord le temps? Ce n'est rien qu'une idée, ce n'est rien qu'une façon de voir le temps. Bah heureusement que le temps n'est pas figé, sinon il y a des choses dont je serais encore prisonnier. Il y a des choses, j'ai pas envie d'être celui que j'ai été il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. J'étais pas, à mes yeux, j'étais pas intéressant. Et j'étais capable d'aimer en toute démesure. Quel est l'intérêt d'aimer quelqu'un? Quel est l'intérêt de déclarer qu'une personne est exceptionnelle? Peut-être à l'époque déjà, je savais quelque part dans un petit coin qu'elle n'était pas. Exceptionnelle, oui, exceptionnelle. Bon, elle a un petit filet de voix exceptionnel, elle a un petit regard exceptionnel, elle a une façon de faire l'amour exceptionnelle, elle bouge, exceptionnelle. Ouais, ça me parle. C'est une exceptionnalité, mais très très limitée, hein, très subjective. C'est moi qui vois l'exceptionnel dans cet être qui n'est aucunement exceptionnel, un être quelconque. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut là où il faut, évidemment? Un être composé de façon symétrique, il a les yeux là où ça doit être, il a la bouche là où ça doit être, comme tout le monde, il fait à l'image de tout le monde, pas à l'image de Dieu, surtout pas, mais fait à l'image de tous les hommes, tout le reste. Une simple machine à ingurgiter, machine à déféquer, machine à désirer, machine à ceci et cela. Ouais, rien de plus. Il n'y a rien d'extraordinaire dans l'être humain. Il n'y a rien qui mérite que l'on détrône Dieu pour mettre à la place quelqu'un, un être humain. Dieu, on imagine, Dieu est quelque chose de mieux, un peu mieux. Enfin, je l'espère. Sinon, ça serait pas du tout intéressant. Alors, oui, l'être humain, qu'est-ce que vous pouvez lui trouver? Qu'est-ce qu'on peut lui trouver? Qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Rien. C'est inconstant, voilà. La caractéristique principale, c'est d'être inconstant. D'être bloqué dans ses perceptions. On voit toujours un peu de la même façon, on constate de la même façon, on aboutit toujours aux mêmes conclusions. Quand on a de l'intuition, c'est toujours un peu de la même, ça se passe toujours pareil. Et même, quelquefois on croit qu'on a eu de l'intuition, en fait c'est rien du tout, ce n'est pas de l'intuition. On n'a pas de sens exceptionnel, pas de sens qui dépasse ou qui serait différent du sens que peut avoir une mouche ou je sais pas quoi, les choses qu'on déteste. Pas spécialement, on n'est pas différent, on n'est pas des êtres supérieurs, loin de là, on est des êtres. Une machine biologique, fait de besoins, voilà, simplement.
on essaie de répondre à nos besoins, qu'ils soient matériels ou pas, ben, ce sont des besoins. Alors, je place un casque sur mes oreilles, alors que j'entends rien, mais je place le casque. Et c'est vrai que l'on a envie de détruire, il faut détruire les statues. Il faut les abattre. Alors, avec le temps, il faut l'abattre, évidemment. C'était une occasion d'entendre Gréco chanter, de se rendre compte de la nullité de ce qu'elle a chanté. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Ça mérite pas. C'est bien pour une soirée, mais ça mérite pas d'être élu, voué à l'éternité, à rien. Il n'y a rien, c'est des petites impressions comme ça, des petites choses qu'on a fabriquées pour parler d'un instant, d'une sensation, d'une impression, d'un petit quelque chose qui nous a traversé. Ce sont des petites choses, ce sont des rien du tout. Alors voilà, ouais, c'est vrai. Là, le principal dans tout cela, c'est finalement d'affirmer, comme elle a dit, qu'en fait, il y a un renversement, et ce renversement, il est quelque peu, non pas permanent, mais comme dans cette chanson chantée par Gavin, à la fin, je sais rien, c'est fondamentalement, on arrive à la conclusion que l'on n'a aucune certitude. Que fondamentalement, les choses qu'on a défendues, ben on les a défendues à un moment donné, mais aujourd'hui on ne serait pas capable de les défendre. Hein. Les choses qu'on a abhorrées, ben il y a des êtres qu'on peut abhorrer. Là, ça c'est clair, on change pas. Il y a des êtres immondes. Ah, c'est clair et net, il y a des êtres malfaisants, voilà, qui font mal, ou qui mal font les choses, hein, c'est clair, c'est pareil. Des êtres, on pourrait dire, des êtres qui, voilà. Là, cela, pas d'amnistie, pas de changement de considération, c'est des êtres qu'il faut continuer de détester jusqu'à la fin. Alors j'emporte avec moi dans ma tombe la détestation et le dédain que j'ai pour toi. Et, intact. Je te déteste. Je te vomirai jusqu'à la fin. Tu mérites pas plus. Tu mérites rien d'autre. Tu mérites pas d'être absous d'aucune façon. Voilà. Et par contre, les choses, alors croire, pas croire, s'accrocher à un principe, défendre un principe, là on devient un peu plus souple. Alors Dieu existe ou n'existe pas, il n'y a pas de réponse à cette question. Il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de réponse. Et la réponse, pour ou contre, oui ou non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça ne m'avance à rien de dire oui, ça m'avance à rien de dire non. Je suis pas du tout alors sur certain nombre de choses. Qu'est-ce que ça m'importe de savoir que l'univers, si l'univers ou le multivers est fait de telle ou telle, est composé de telle ou telle matière. Qu'est-ce que ça m'importe à moi? Qu'est-ce que m'importe de savoir qu'il y a tant d'espèces chez les oiseaux, tant d'espèces chez les araignées, qu'il y a cet ordre chez les araignées, puis un autre, etc. La Terre a une histoire. Ça m'apporte rien. Ça m'apporte rien. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait mon histoire, et comment je peux finalement me dépatouiller avec. Comment je peux faire en sorte que mon histoire ne soit pas quelque chose qui m'empêche de vivre les années qui me restent à vivre, que cette histoire ne débarque pas à chaque fois pour essayer
de me faire douter. Voilà. Mais après, le déluge, je m'en fiche royalement. L'avenir de telle ou telle espèce, je m'en fiche, évidemment. Là encore, totalement. Pour moi, que la chose disparaît parce que ceci, cela, ou parce que il y a une extinction massive, comme on dit. Qu'est-ce que ça m'apporte de savoir qu'il y a eu une extinction massive? Qu'est-ce que ça m'apporte de savoir qu'il y a eu l'homme dit de Néandertal? Qu'est-ce que ça m'apporte de savoir qui chassait? Est-ce que le fait de savoir cela va m'apporter quelque chose? Est-ce que, je sais pas, moi, tiens, il chassait le mammouth, bah, je pourrais comme ça entrer en contact avec lui, me passerai un peu de mammouth et je goûterai mammouth. Ben non. Ouais. Bon, il chassait le mammouth, comme on le suppose, bah, il chassait le mammouth. D'autres ont chassé autre chose, et ben voilà. Moi, je ne fais que passer. Et c'était ça la seule vérité. Je ne fais que passer. Sans rien maîtriser. Sans rien pouvoir dire avec force et certitude. Donc, je me défais de mes certitudes. Plus ça va, plus j'ai rien. Alors, j'ai eu entre les mains des manuscrits qui avaient des siècles, des manuscrits assez anonymes, pas les manuscrits qu'on trouve dans les bibliothèques, mais j'ai possédé des manuscrits à moi, que j'ai eu le malheur de prêter, qu'on m'a pas rendu. Voilà, des manuscrits, j'ai vu l'écriture qui datait, voilà. Cette écriture, c'était la même écriture, la même encre que j'ai utilisée quand j'étais à l'école coranique, la même encre. Cette encre traverse les siècles. Elle est faite simplement avec un peu, avec les sels des ovins. Voilà, tout simplement. Voilà, on recueille ces pelotes de déjection qui s'accrochent à la toison des ovins, et puis on les fait un peu bouillir, et je sais pas si on rajoute quelque chose, puis ça donne une encre marron foncé, et c'est une encre, voilà, qui a traversé les siècles. Donc voilà, donc je peux dire, j'ai entre les mains une encre qui peut durer. Alors tandis que moi, avec le stylo bic, bah, mes écritures, elles n'auront pas le loisir ou le luxe de pouvoir durer. Et puis, qu'est-ce que moi je laisse? Moi, j'écris des choses totalement idiotes, sans intérêt pour les autres, et aussi, c'est un peu sans intérêt pour moi-même. Bon, j'ai écrit ça il y a quelque temps. Bon, ça me dit rien. Je reconnais pas ces mots. C'est mes mots, je me reconnais pas dans ces mots. Comme je peux ne pas me reconnaître dans la personne que je suis actuellement, je me reconnais pas. Je me reconnais pas. Donc, un peu ce travail ou cet effort sur les mots pour essayer de rester dans l'énonciation, peu importe ce que l'on dit, il ne faut pas s'arrêter. Donc il y a comme un devoir que l'on s'impose, voilà, donc il faut continuer. C'est vrai que l'on a besoin de repères. Les repères, c'est une chanson, c'est un repère dans le temps, un repère dans l'espace. Bien sûr, il est facile, une chanson, c'est un aide, pas un aide-mémoire, mais c'est un aide, je sais pas comment dire, ça aide à rompre le silence quand on n'a rien à dire à l'autre à côté. Bah, on met Georgia, et puis la personne s'appelle pas Georgia, mais Georgia, s'appelle pas Georgette, et on commence.
Et voilà, on espère que ça va, voilà, on a besoin d'intermédiaires, d'intermédiation. Voilà, la chanson comme moyen d'intermédiation entre soi et l'autre, qui est assis juste à côté, mais à qui en fait on n'a rien à dire, ou on n'a peut-être encore rien à dire. Il faut attendre, il faut qu'il y ait des choses qui naissent avec la fréquentation, avec les activités en commun, etc. Petit à peu, on commence à avoir des choses en commun. Mais ça peut prendre un temps assez long. Et puis quelquefois, ça ne vient pas, ça se met pas en place. Et puis on a été avec quelqu'un avec lequel on n'avait rien à partager. Il y a ce constat terrible. Et qu'est-ce que j'ai à côté de moi? Et l'autre peut penser la même chose. Mais purée, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je m'impose cette épreuve? Alors voilà, donc j'ai un sachet, enfin ce qui a protégé pendant des années de la semoule de maïs que j'ai fini par consommer en soupe et je me suis rendu compte que finalement la date conseillée, la date indiquée pour la consommation, pour les limites de consommation était 2016. Évidemment, moi j'ai fini de consommer ça en 2020. Alors j'ai ce rapport avec cette enveloppe, j'ai un rapport spécial. Ça me fait voyager dans le temps. Voilà, simplement, c'est un moyen de voyager dans le temps. Il y a donc 4 ans, on va dire beaucoup plus. Ça se trouve, ça, je l'ai acheté en 2014, peut-être en 2015, mais je dirais en 2014. Donc c'est 6 années en arrière. J'ai ça depuis 6 ans. Et en 6 ans, un certain nombre de choses se sont passées. Il y a eu la mort. Et c'est pas quelque chose d'anodin. Il y a eu un fossé qui s'est creusé entre une chose et une autre. Voilà. C'est énorme, 5 ans, 6 ans, c'est énorme. Moi, j'ai acheté ça et je l'ai mis de côté. Je savais pas combien de temps j'allais le garder. Je me disais, je l'ai acheté parce que c'était dans mes moyens, et puis j'achète un peu en quantité à chaque fois. Donc j'en ai pris 4 ou 5, finalement. Et puis, je consomme ça au fur et à mesure. Évidemment, ça se gâte pas. Mais, ça me permet de constater que, en dehors de cet élément-là, très concret et très matériel, je n'ai plus rien. Avec l'année 2016, l'année 2015, l'année 2014, j'ai plus rien de concret de ces années-là. Ouf, elles se sont envolées. Voilà, plus rien, à part quelques éléments, souvent de peu d'importance, qu'est-ce que ça peut me raconter sur l'année 2016, l'année 2015, l'année 2014? Qu'est-ce que ça peut me raconter? Évidemment, je vais essayer d'extrapoler autant que possible, mais à un moment donné, je vais m'arrêter. Si je parle de l'aliment, le rapport que j'ai avec l'aliment, le rapport que j'ai avec le maïs, si je parle de l'histoire du maïs, de l'acclimatation du maïs, le maïs dans les champs, le maïs ceci, cela, ben je vois pas non plus, je suis pas trop attiré par ça. Et c'est vrai que ça, c'est bien indiqué, il y a une indication temporelle, mais il y a beaucoup de choses qui sont des sortes de liens avec le passé. Il y a des choses qu'on pose, et qu'on touche plus pendant des années. Il y a pas longtemps, je déplaçais des livres que j'avais posés quelque part depuis 2007.
2007, les livres n'ont pas bougé. Et d'autres choses n'avaient pas bougé depuis aussi. Donc ça fait beaucoup. Alors j'avais l'impression de toucher à quelque chose de vraiment très, comment dire, je me disais, tu vas faire un acte, tu vas commettre un acte un peu, presque un acte de dégradation, un acte comment on peut appeler ça? Et en fait, j'ai mis fin à quelque chose qui était là, presque de toute éternité. Et dans une forme et dans une sorte de présence silencieuse, permanente, continue. Voilà, je déplaçais ces livres, évidemment, et je déplaçais d'autres choses qui étaient à côté des livres, et ça m'a fait bizarre. Ça m'a perturbé, et ça continue de me perturber. Alors donc j'ajoute des mots aux mots. Évidemment, on tire sur une corde, on ne sait pas quelle est la longueur de la corde, mais on tire sur la corde. Et puis on appelle quelqu'un au secours. Tout à l'heure j'ai entendu le mot barbe hirsute, et c'est vrai, barbe hirsute. Je croyais que ce mot n'était plus d'usage, était un mot caduc. Ben il ne l'est pas. Barbe hirsute. Vous voulez que ça ressemble à quoi? Une barbe longue, à part hirsute, à part un peu libre, un peu comme elle se présente. C'est une barbe ou naturelle, et non pas une barbe hirsute, et non pas une barbe mal formée, ou une barbe mal taillée, ou une barbe sauvage, une barbe incivilisée. On va pas jusqu'à civiliser les barbes. Ça n'a pas de sens. Une barbe, voilà, c'est fait pour indiquer un état chronologique, voilà. Si elle est grise, ça indique un âge particulier, une classe d'âge particulière. Si elle est blanche et bien blanche, ça indique c'est un autre, j'allais dire, ordre chronologique. C'est beaucoup plus avancé dans l'âge que la barbe grise. Donc, voilà, et en quelque part, on veut faire passer un message, et quelquefois le message n'est pas totalement... ne réside pas dans une partie anatomique, une seule partie anatomique de soi. Donc le message, il est placé un peu partout. Et c'est ça le problème. Alors évidemment, j'embraye sur une chose très facile, sur l'incommunication. Comment communiquer sur soi, comment parler de soi à un autre qui n'est pas soi. Un autre, évidemment, on lui dit des choses et quelquefois il les comprend pas comme on les comprend. Il les reçoit de façon un peu particulière. Le message clair, il lui parvient de façon qui n'est pas très claire. Alors que nous, on a fait tout ce qu'il faut pour le rendre clair. Ça marche pas. Donc, qu'est-ce que je dois finalement, où est la faute, où est le problème? C'est peut-être dans ma façon d'ordonner les choses, peut-être dans ma rationalité, dans mes processus intellectuels, cognitifs. La faute est sûrement en moi, il n'est pas la faute de la langue, et pas la faute de l'autre. Ou alors l'autre peut être pour manquer d'attention, et finalement c'est parce qu'il n'est pas suffisamment attentif, et donc il ne perçoit pas les implications de ce que j'étais en train de lui dire. Quelquefois un mot, on le surcharge de messages
à multiples registres. Alors, il y a le message premier, le message second, le troisième volet, le troisième registre, etc., etc. Donc, il faut opérer plusieurs lectures. Et tout le monde n'est pas capable de deviner que l'on pense sur 5 ou 6 ou 7 registres. Souvent, voilà, c'est normal. Si la chose n'est pas dite, elle n'est pas clarifiée. Et puis, c'est quoi? Penser sur plusieurs registres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chose qu'on affirme, on affirme au premier, au second registre, au second plan, on va plus l'affirmer pareil, et puis on va arriver peut-être jusqu'à l'infirmer. Donc elle est où la vérité? Dans l'affirmation, dans l'affirmation. Je sais pas notre vérité, ma vérité. Je sais pas où la mettre. C'est souvent quelque chose d'entre les deux. C'est quelque chose de tout cela. Alors quand je dis une chose, j'y crois et en même temps j'y crois pas. Quand je parle de moi d'une certaine façon, c'est moi et pas moi. Et quand je juge, ou quand j'estime, ou quand j'évalue une chose, je peux l'évaluer finalement de plusieurs façons. Donc mon évaluation est multifactorielle ou multiréférentielle. Donc il faut que je fasse état de toute cette multiplicité. Et quelquefois j'ai pas envie ou j'ai pas spécialement la force intérieure pour me lancer dans l'explication qui succède à l'explication qui elle-même va connaître une autre explication. C'est compliqué, c'est fatigant quelquefois. Donc parler à l'autre, comment parler? Comment parler de soi? Comment se parler à soi déjà? Qu'est-ce que je pourrais avoir envie de me dire? À part que je suis là en train de papoter, en train de déblatérer. Bon, pour une fois, quelquefois, je n'ai pas de thème. Et, je suis libre et en même temps, j'essaie quand même de ne pas aller n'importe où et de rester quand même dans des considérations relativement proches. Voilà, donc l'être humain, c'est soi et l'autre, ou soi-même, ou soi comme un autre. Toujours, qu'est-ce qu'on prend à soi, qu'est-ce qu'on comprend à soi, qu'est-ce qu'on comprend à l'autre, qu'est-ce qu'on comprend réellement finalement. On passe notre vie à essayer d'être le plus précis possible. S'il faut donner une définition de soi, on serait un peu dans la difficulté à la présenter. Comment se définir? Je suis un composé. Je suis un composé et quelquefois ce sont des éléments qui normalement ne vont pas ensemble, qui ne peuvent pas cohabiter. Et pourtant, je suis composé de contradictions, d'éléments hostiles les uns aux autres, des éléments qui ne concordent pas les uns avec les autres. Donc, je suis composé en même temps je suis pas une unité. Je suis partagé, je suis écarté, je suis dispersé. Quelquefois, c'est un élément qui va prendre le pas sur les autres. Et quelquefois, c'est un autre élément.
Alors, on pourrait dire, quelquefois c'est une variante c'est enfin pas une variante, c'est un composé ou un élément de ma structure quelque peu problématique. Ouais, j'ai une structure à problème parce que souvent j'ai du mal à prendre une décision, à décider de façon claire et assez affirmée. Je passe un temps infini à essayer d'élaborer une position, d'entrevoir ou d'entreprendre la démarche pour essayer d'aboutir à une action. Ça me prend du temps de redevenir acteur, actionnant, de faire quelque chose. De faire quelque chose qui ne soit pas dans le minimum à faire, évidemment. Le minimum à faire pour essayer de ne pas... Il y a le manger, il y a le boire, il y a ceci et cela, mais tout cela, c'est la base. Après, il y a l'après. Il y a le projet pour l'année à venir, pour les temps à venir. Quel projet, quelle disposition, quel choix, quelle orientation. Il y a toujours quelque chose qui nous est laissé, qui est laissé à notre disposition, à notre libre arbitre, notre arbitre à lui, enfin je sais pas comment dire, on a une autonomie, l'autonomie du sujet, enfin un peu d'autonomie qui nous permet d'être partie prenante de notre transformation, de notre perpétuation, comment on se perpétue, dans quelle forme, dans quel état d'esprit, dans quel voilà. Évidemment, il y a toujours c'est pas parce que les mots, parce qu'on semble un peu, même en présentant les caractéristiques d'un esprit contradictoire, ou malgré tout, on pourrait donner un peu l'idée que l'on est dans une sorte de conscience, on est conscient. Mais malgré tout, on n'est pas à l'abri de processus qui annihile un peu cette idée de la conscience, cette idée de la maîtrise. Il y a des choses qui s'amènent. Alors, ce n'est pas... C'est de l'ordre d'un coup de vent violent ou d'une tempête, évidemment, ou peut-être même pas. C'est un vent ou une chose qui n'est pas très courante. Voilà, on se réveille, on se retrouve dans une situation qu'on a mise de côté, qu'on a refoulée, et puis finalement ça revient et on se sent comme anéanti quelquefois. Et c'est vrai que même le problème est que quelquefois on n'est pas spécialement très opposé à l'idée de ressentir de l'anéantissement. C'est ça le côté paradoxal.
Alors, un tableau qui représente une réalité. Une réalité selon, évidemment, notre capacité à percevoir les couleurs, etc. Le mélange des couleurs, tel mélange va donner... je me rappelle plus, alors les couleurs primaires, puis les couleurs secondaires qui sont des mélanges des couleurs primaires. Donc, je sais pas, le bleu, je sais pas si le bleu est une couleur primaire, le bleu et le vert, ça donne du jaune, ou si le bleu et le jaune, ça donne du vert, je sais plus. Alors, je mélange tout, mais ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que pour avoir une perception de la totalité de ce qu'il y a dans le spectre des sentiments ou des émotions, il faut aussi, pour compléter, il faut aussi qu'il y ait des émotions qui ne sont pas très habituelles. Donc l'émotion qui s'attache à l'idée de l'anéantissement de soi est une émotion intéressante. Elle peut trouver sa place. Comme on pourrait mettre dans un tableau, je sais pas, un crâne, un squelette, ça peut trouver sa place. Parce que il y a des scènes de joie, il y a des scènes de liesse, il y a peut-être un déjeuner sur l'herbe, mais à côté, pas loin, on pourrait mettre, je sais pas, quelque chose qui irait un peu, qui sonnerait comme, je sais pas, qui crée de la distance ou qui amènerait un élément de contradiction. En arrière-plan, il y a quelque chose. Alors c'est tout petit, c'est pas très, il faut vraiment faire attention. Mais là, c'est un rappel que tout est périssable, que finalement les choses comme les êtres ou les choses que nous sommes nous les êtres, c'est périssable. Donc c'est déjeuner sur l'herbe, il a l'air beau, mais ce qu'on voit assis là, ce sont des squelettes, ce sont des morts en puissance. Et là c'est tout propre, mais dans quelque temps ça va pas l'être. La personne toute brillante de santé, finalement, elle va vieillir, si elle a la chance de vieillir, elle va se racornir, et puis finalement, elle va finir en squelette hideux. Et alors, voilà, donc c'est fait, ça fait ça. Donc, certaines émotions sont nécessaires. Encore faut-il savoir les intégrer dans l'ensemble, leur trouver une place. Parce que ce sont des émotions assez qui ont qui ont tendance à vouloir un peu prendre un peu dominer, un peu d'éteindre. C'est vrai, j'oublie jamais la mort, enfin j'oublie jamais. Il m'arrive de l'oublier. Mais c'est pas parce que je suis un mortel que je vais, et c'est une réalité, c'est une évidence, que je vais chaque fois, je sais pas, je vais me préparer, je vais commencer à me laisser me décomposer bien avant de connaître la décomposition terminale. J'ai pas besoin. Donc je sais que la décomposition est là, mais je l'intègre. Elle a sa place. C'est pas une chose que je peux nier ou que je peux éviter. Voilà. Donc les sentiments, je me suis un peu enfoncé dans ce développement. Bon, ça m'a occupé un moment, je sais pas comment m'en sortir. Je pourrais bien arrêter, puisque peut-être au bout d'une heure, je pourrais arrêter. C'est là un exercice, sans beaucoup de risques. Vraiment, je me lance dans quelque chose. Mais c'est une remise en mouvement après quelque temps d'arrêt. Et je me teste pour voir si je suis en capacité
Évidemment, j'ai une manière, j'ai des habitudes, j'ai déjà, comment dire, une façon de faire, une façon de parler, une façon d'énoncer. Moi, je m'appuie sur elle, hein, je veux dire, je suis pas en terrain inconnu. Mais quand même, hein, sans le thème, je me sens un peu nu. Et je dois me présenter tel que cela. Euh, c'est vrai, le côté paradoxal, c'est les choses avancent toujours d'une façon paradoxale. Alors le paradoxe doit être finalement la chose la plus révélatrice, la plus prégnante. On est toujours à la merci d'un paradoxe ou d'un autre, et quelquefois on n'en est pas conscient, mais c'est vrai. À un moment, on a la capacité de faire, on est encore jeune, encore vaillant, et pourtant, on n'a pas d'idée sur un projet, on n'est pas stabilisé, on ne sait pas quoi faire de notre temps, on ne sait pas. On ne sait pas faire la différence entre le sérieux et le non sérieux, on ne sait pas. Donc on engage l'avenir d'une façon un peu trop nonchalante, un peu trop, voilà. On attend, je sais quoi, je ne sais quoi, parce qu'on n'a pas les outils qu'il faut, les outils, comment on peut appeler ça, pour pouvoir, on n'a pas cette conscience, on n'a pas la conscience qu'on a et on n'a pas le discours qui va avec. Une fois qu'on a la conscience et qu'on a le discours, qu'on commence à savoir finalement on commence à ne plus être effrayé par le vide. Et au contraire, on peut remplir le vide intérieur, le vide extérieur, la preuve, ces paroles-là, c'est du remplissage. Et à une certaine époque, je n'avais pas cette capacité d'emplir et de remplir. J'étais là, face à moi-même, je regardais, et les histoires que j'avais, c'était des petites histoires. J'avais pas vécu, ou j'avais pas assez vécu. Si je voulais parler de mon enfance, j'avais pas grand chose à dire. Si je voulais parler de l'avenir, j'en parlais en des termes assez simples. Pas de complexité. Donc je pouvais, en fait, la vie, je pouvais en faire le tour très rapidement. Aujourd'hui, je peux entreprendre un peu une facette par-ci, une facette par-là de la complexité du réel, et tout dépend donc de l'humeur ou de l'inspiration du moment. Mais je suis pas pris à défaut. C'est le moins que l'on puisse dire. J'ai de quoi passer des moments, voilà, à pérorer, voilà, sans vraiment, et en ayant l'impression de ne pas me répéter. C'est ça, je peux me répéter sans me rendre compte, mais en général, je fais attention. Donc je ne me répète pas. Et quand je me répète, je le signale, et je n'ai pas besoin de me répéter. Là, j'ai vraiment pas le thème. En général, les thèmes, là aussi, ce sont des thèmes que je ne répète pas, que je ne reprends pas. Mais là, j'ai pas de thème. Donc finalement, le paradoxe, c'est cela. Alors, c'est savoir faire la différence entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas, ou ce qui l'est moins. Comment savoir que certaines batailles sont des batailles à peu mener et d'autres, ce sont des batailles qu'il faut mener à tout prix.
quelquefois première vue, on a l'impression que certaines choses ce sont réellement des choses extraordinairement déterminantes. Mais leur côté déterminant est assez succinct, est assez peu consistant. Je me rappelle, je discutais avec quelqu'un à propos d'une question. Alors, une question politique, en rapport avec un principe essentiel, autodétermination, pas autodétermination. Mais finalement, nous deux, on était là à argumenter pour et contre, sans, évidemment, sans aucun effet sur le réel. Et c'est ça le problème. Comme cette discussion que j'ai eue avec quelqu'un à propos de la Syrie, donc un adepte du complot international, il n'a pas dit maçonnique et je sais pas quoi, judéo-maçonnique, il a dit complot. Donc complot international, évidemment complot, on comprend international, et on peut essayer de comprendre un peu plus judéo-maçonnique. Bon, il n'a pas cité, je lui fais pas dire ce qu'il n'a pas dit. Bon, en tout cas, mais lui, qu'il y ait complot, qu'il n'y ait pas complot, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Qu'est-ce qu'il pouvait faire contre, finalement, le triomphe du complot? Rien. Moi, je ne pouvais rien faire pour les gens à propos desquels je m'étais bagarré avec mon interlocuteur d'il y a 40 ans, et voilà. Donc finalement, une discussion doit être liée au réel. Comment dire, une polémique, une prise de bec, une bagarre doit être liée au réel présent, au réel proche, pas au réel lointain. Pourquoi au moins est-ce que je vais discuter de Dieu avec quelqu'un? Aucun intérêt pour moi de dire que Dieu existe ou n'existe pas, ou ceci ou cela. De quel droit je vais discuter, moi, de ça? Dieu ne m'a pas... est-ce que Dieu a besoin de moi, d'ailleurs? Dieu se défend tout seul, pas de problème. C'est de ce type de discussion qui nous résout rien. Bien sûr, il y a Dieu, mais il y a les rites, mais il y a les obligations. Et là, ce sont des obligations sociales qui n'ont rien à voir avec Dieu. Les obligations de respecter ceci, de suivre cela. Et là, c'est là le problème. Donc Dieu n'est pas un problème, mais par contre le culte, et la façon de rendre culte à Dieu, la façon d'adorer Dieu, la façon de faire ceci et cela, qui pose problème. Après, donc la question ne peut pas être réglée. Dieu existe ou n'existe pas, c'est le type de question qui ne peut pas être tranché. Alors la Syrie, complot ou pas complot, ça peut pas être tranché non plus. C'est pas le même ordre de grandeur, mais c'est aussi ça. Il y a des tas de questions. Donc on se dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire moi? Évidemment, si quelqu'un, il est un peu, je sais pas, il connaît un député, et puis ce député, il va lui faire rencontrer un autre député, et puis de fil en aiguille, il va y avoir un groupe qui va se monter à l'Assemblée nationale, un groupe d'amitié, de solidarité avec un groupe ou une organisation. Alors ça change. Donc il y a moyen de faire de lobbying, de l'influence auprès des décisionnaires, auprès du Quai d'Orsay, auprès de ceci et cela. Là, c'est important. D'accord, moi je connais Bapt, je ne le connais pas en fait, mais Bapt est dans ma région, Bapt est pro-syrien. À la rigueur, d'accord, je dis Bapt, ben voilà, ça fait partie, mais c'est tout. Dans ma proximité, je n'ai accès à personne de poids. C'est clair que si par exemple il y a un film, alors par exemple il y a un film,
qui est projeté sur une cause. Cette cause va attirer des opposants et des partisans. Quel est l'intérêt pour moi d'y aller? Aucun intérêt, puisque l'événement n'aura aucun effet sur le réel de cette question politique. Parce que ce sont des êtres, ceux qui vont assister, ce sont des citoyens ordinaires. Ce ne sont pas des décisionnaires, ce ne sont pas des députés nationaux ou européens, rien. Ce sont des citoyens ordinaires. Et alors le poids de quelques citoyens ordinaires est nul. Voilà, ça fera peut-être, selon, si par exemple il y a du monde pour regarder le film, par exemple s'il s'agit d'un film, quelque part on pourrait dire oui, l'argent récolté, une partie de cet argent va aller, je sais pas, à cette cause, mais combien? Et on pourrait faire une quête, on réunirait combien? Voilà la question. La question centrale devient de celle de faire la distinction entre l'utile et quelque peu l'inutile, entre le réellement important et le faussement important. Et donc, toi tu m'invites comme j'ai fait pour cette personne qui voulait m'attirer dans cette polémique sur la Syrie, le complot supposé ou réel. Moi, je suis pas rentré dedans. Bah, enfin, j'avais habitué cette personne à polémiquer. Ah non, ça me suffit. Moi, je vais pas mourir en polémiquant. Je vais pas polémiquer jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à mon dernier souffle. Non, ça ne m'intéresse pas. Je veux voir le réel. Est-ce que je peux faire sur le réel? Bien sûr, mon réel le plus prosaïque, c'est peut-être comment, pour moi, clairement, il s'agit de trouver du bon pain qui soit dans mes moyens. Voilà, c'est important pour moi de trouver peut-être de retrouver un semblant de vie normale, c'est-à-dire de me lever le matin et de me coucher normalement le soir, chose que je ne fais pas. Donc, voilà ce qui est important. Voilà ce qui est déterminant pour moi. À ce moment-là, peut-être, j'en sais rien, ce que je pourrais faire d'utile pour les autres. Mais pour moi, ce qui est ma réalité, et ce qui m'importe, ce serait de discuter, ce serait de vraiment me prendre la tête avec quelqu'un d'autre à propos de cela. C'est ça, la chose la plus importante pour moi. Après, les questions de climat, les questions globales, les questions ici ou là, les inondations, les choses comme ça, les catastrophes, les flux du capital, le capitalisme, le système économique et tout cela. Moi, j'ai même pas d'héritier. Alors, si je participe à la défaite du système capitaliste, comment dire, à mon niveau, ouais, je pourrais planter un clou dans le cercueil du capitalisme, mais il lui en faut des milliards et des milliards de clous. Ouais, je pourrais, moi, à mon niveau, m'abstenir de consommer ceci ou cela. Je consommerai que de l'éthiquement correct, voilà. Plus rien qui puisse faire partie des circuits classiques, voilà, d'échange, etc. Donc, je vivrai en dehors du système de commerce international et je m'occuperai uniquement de ce qui se passe sur la marge. Je me rabattrai sur le local, je n'utiliserai que de la monnaie locale, le sol en l'occurrence. Ouais, mais j'ai pas les moyens, moi, de faire beaucoup de bien.
au local, au localisme, j'ai très peu de ressources financières, donc finalement, je me rabattrai vers l'industriel, vers l'international, vers le multinational, parce que c'est ça qui me permet de me sauver. Peu m'importe d'où vient le céréale, pourvu qu'il soit à ma portée. Peu m'importe d'où vient d'une certaine façon, l'article que je vais consommer, le café, autre chose. Le café, évidemment, ça viendra jamais de France, mais je pourrais, oui, dire, tiens, je cesserai de boire du café parce que le café, ça fait du mal à la forêt. Mais c'est vrai que là, j'ai eu une consommation. C'est faire croire un peu ce croire que l'on est important. C'est ça. Simplement cette histoire de référendum que l'on voulait faire au sujet de la mise de changement de statut des aéroports de Paris. Finalement, le nombre de signataires qui devait être assez élevé, 4 millions et quelque chose comme ça, pour déclencher un référendum, n'a jamais été atteint. Donc finalement, j'imagine que les aéroports ADP va être privatisés comme c'était prévu. Donc un référendum ne pourra pas s'y opposer tout en se disant que peut-être, évidemment, un référendum n'est pas écrit d'avance. Donc il peut aller dans un sens ou dans un autre. Mais le référendum, le processus référendaire ne sera pas enclenché et donc il y aura pas de consultation populaire, faute de quorum ou faute de voilà. Donc j'ai essayé de tenir pour arriver à 1 heure. Je suis arrivé à 1 heure, donc c'est mon maximum d'une certaine façon. Sans thème et sans réel désir que celui d'être là à un moment donné, de pas être en train de regarder une émission, en train d'aller voir ce qui se passe dans le monde, chose dont j'ai pas besoin fondamentalement. J'ai pas besoin de savoir ce qui se passe dans le Caucase, j'ai pas besoin de savoir ce qui se passe ailleurs, ici ou là-bas, j'ai pas besoin. Donc fondamentalement, c'est pas ça qui me fait vivre, c'est pas ça qui me nourrit, c'est pas ça. Donc je me suis arrêté, je me suis reposé pendant 1 heure de cette activité et finalement que je pratique, mais sans éprouver de plaisir, sans nécessité autre que celle de continuer à ne pas me prendre en charge et à ne pas m'occuper de l'essentiel qui est celui de ma sauvegarde en tant qu'être humain en difficulté. Voilà, donc j'ai parlé et on parle. Et en ce moment, d'autres parlent dans d'autres contextes, pas obligatoirement devant une webcam, pas obligatoirement sans s'adresser à personne. D'autres parlent. Ils parlent vrai, ils parlent à côté, ils parlent à peu près. Enfin, soit ils sont très compréhensibles, soit ils le sont moins. Des gens parlent dans une langue, dans une autre. Parle à un petit comité, parle à beaucoup de gens, quoique avec le Covid, c'est beaucoup moins évident. On est là, on est fait de paroles retenues, de paroles captives, de paroles qui attendent l'opportunité pour pouvoir prendre leur envol. Et voilà. Donc j'ai permis à quelques
parole comme ça, d'aller voir le monde, le grand monde, d'aller explorer voilà, l'inconnu, voilà, de ne plus être mienne, de plus être prisonnière finalement de ma tête et de mes élucubrations intérieures, de mon silence intérieur. Donc j'ai brisé un peu ce silence intérieur, le temps de quelques minutes. Donc, et maintenant j'y reviens. Je reviens à mon silence perpétuel.